La disparition eut lieu à l'automne 2003, lorsque les forêts du Massif central commencèrent à se refermer sur elles, sous le poids des feuilles humides et un brouillard persistant. 7 hommes s'y étaient aventurés comme chaque année. Des chasseurs expérimentés, habitant des villages voisins, habitués au froid, à la boue et au silence des arbres centenaires. Aucun ne revint. Les recherches officielles ont duré 3 semaines. Des hélicoptères ont survolé les vallées. Des chiens pisteurs ont ratissé les sentiers étroits et des équipes civiles et militaires ont fouillé les rivières et les flancs des collines. On n'a rien trouvé, hormis des douilles, des empreintes de bottes qui se perdaient dans le terrain rocailleux et une radio cassée près d'un ruisseau. Finalement, l'affaire a été classée comme une disparition multiple dans une zone à haut risque. Un accident collectif jamais prouvé. Une erreur de navigation. Un hypothétique glissement de terrain. Le genre d'explication qui n'explique rien. Avec le temps, le sujet est devenu tabou. Les journaux régionaux ont cessé d'en parler. Les familles ont reçu une indemnisation dérisoire. La carte de la forêt est restée inchangée, à l'exception d'une zone que les bûcherons et les randonneurs ont commencé à éviter, non par crainte déclarée, mais par habitude. Le silence y semblait plus pesant. En 2010, Julien Morel a pris la direction du secteur. Âgé de 42 ans, titulaire d'un diplôme technique en gestion environnementale et fort d'une expérience de 7 ans dans des parcs nationaux de plus petite taille, il n'était pas en quête de mystère ni intéressé par les vieilles histoires. Son travail consistait à recenser l'érosion, à surveiller la faune sauvage, à contrôler les sentiers illégaux et à signaler les risques géologiques. Méthodique et observateur, il ne s'adonnait pas aux conjectures. Cette année-là, les pluies avaient été plus intenses que d'habitude. Les petits glissements de terrain étaient devenus fréquents, modifiant les sentiers et mettant à nu des racines auparavant cachées. Julien marchait seul par un froid matin d'octobre, suivant un tronçon peu fréquenté de la carte officielle, lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. La pente du terrain avait changé. Là où il y avait autrefois une élévation continue, il y avait maintenant une entaille irrégulière, comme si une partie de la colline s'était effondrée d'un seul bloc. La végétation était déchirée. La terre était fraîche. Julien s'approcha prudemment, sondant le sol avec son bâton. Sous une couche d'argile compactée, quelque chose de rigide se dressait. Du bois. Il écarta les feuilles, creusa à main nue et huma l'odeur ancestrale de l'humidité emprisonnée. Peu à peu, des lignes droites émergèrent de la terre, des planches imbriquées, des angles trop marqués pour être naturels. Une structure. Julien recula de quelques pas. Il consulta le GPS. Ce secteur ne figurait dans aucun document officiel relatif aux constructions. Aucun sentier balisé n'y menait. Pourtant, on distinguait encore une partie de ce qui semblait être un toit, écrasé par le poids de la terre qui avait glissé des années auparavant. Une cabane, ensevelie. L'explication initiale était simple. Un abri illégal pour des chasseurs ou des bûcherons, quelque chose de vieux, d'abandonné. Mais un détail l'interpella. Le bois n'était pas pourri comme il aurait dû l'être. Il était conservé, noirci, compacté, comme s'il avait été enfoui peu après sa construction. Le glissement de terrain qui l'avait englouti ne semblait pas récent, mais pas non plus aussi vieux que 7 ans. Julien a pris des photos, noté les coordonnées, appliqué le protocole standard. Pourtant, il n'est pas parti immédiatement. La porte de la cabine, partiellement visible sous terre, était fermée. Non pas cassée. Fermée. Il nettoya une autre partie. La serrure métallique était toujours là, rouillée mais intacte. Aucun signe extérieur de tentative d'évasion, aucune trace d'effraction, juste de la saleté qui pressait le tout, comme un dernier scellement. Les noms des 7 chasseurs ne lui vinrent pas à l'esprit sur le moment. Cette affaire ne figurait pas parmi ses rapports habituels. Pourtant, l'ampleur de la construction, bien trop importante pour un abri de fortune, le troublait. Ce n'était pas un simple refuge d'urgence, c'était un abri planifié et utilisé. Le vent bruissait dans les arbres, produisant un bruit sourd et continu. Julien regarda autour de lui. La forêt restait immobile, indifférente. Il décida de ne pas ouvrir la structure seul.
Il recouvrit partiellement la zone, marqua l'emplacement et retourna à la base plus tôt que prévu. Ce soir-là, en consultant de vieux dossiers pour compléter le rapport, il retrouva la référence. Une note oubliée dans un document numérisé, groupe de chasseurs disparus, secteur nord, zone potentielle de glissement de terrain. Les coordonnées n'étaient pas exactes, mais elles étaient trop proches pour être ignorées. Julien ferma le dossier. Il ne passa aucun coup de fil. Il ne signala pas immédiatement la découverte. La procédure exigeait une équipe, des autorisations, des fouilles contrôlées. Pourtant, un pressentiment lui disait que ce qui se trouvait sous cette terre n'avait pas été perdu par hasard. Cela avait été dissimulé par le terrain lui-même, au moment précis où personne d'autre ne le cherchait. Le lendemain, il retournerait sur les lieux avec des renforts. Mais avant cela, il devait se rendre à l'évidence. Pendant 7 ans, cette cabane était restée là, enfouie, intacte, hors de toute carte, tandis que 7 hommes avaient disparu dans la même forêt, sans laisser de traces. Cette coïncidence était statistiquement improbable. Et Julien ne croyait pas aux coïncidences. Le secteur nord du Massif central présentait des caractéristiques rarement mentionnées dans les brochures touristiques de la région. On n'y trouvait ni point de vue réputé, ni sentier balisé. C'était une zone fonctionnelle, utilisée par les éleveurs de bétail, les chasseurs autorisés et les gardes forestiers, façonnés davantage par la nécessité que par la contemplation. Les arbres y poussaient de façon dense, leur haute canopée bloquant la lumière directe du soleil pendant une grande partie de la journée et maintenant le sol humide même en période de sécheresse. Julien connaissait bien ce type d'environnement. Son travail exigeait une observation constante du terrain, l'interprétation de marques quasi invisibles et une attention particulière aux moindres variations du paysage. Dès sa prise de fonction, il constata que ce secteur souffrait d'une sorte de négligence administrative. Les cartes étaient obsolètes, les dernières inspections approfondies remontaient à avant 2003 et de nombreux rapports étaient trop succincts, comme si les agents précédents avaient évité de prolonger leur séjour. Le village le plus proche s'appelait Saint-Laurent-des-Bois, un hameau de maisons en pierre, une vieille église et un bar ouvert uniquement la nuit. Les habitants étaient réservés non par hostilité, mais par habitude. Julien remarqua que, lorsqu'il évoquait son secteur de patrouille, les conversations changeaient rapidement et poliment de sujet. Personne ne niait être au courant, mais personne n'en parlait plus. La disparition des chasseurs planait encore, non comme une histoire racontée, mais comme une frontière tacite. Parmi les habitants du coin, Étienne Roussel se distinguait. Cet ancien bûcheron, devenu guide occasionnel, avait participé aux recherches de 2003 et portait les stigmates de décennies passées en forêt. Son regard s'attardait plus longtemps qu'il n'était nécessaire lorsqu'il examinait des cartes ou des photographies aériennes. Étienne ne disait jamais rien ouvertement, mais ses remarques laissaient entendre que certaines zones n'avaient pas été suffisamment étudiées. Il y avait aussi Claire Duvivier, responsable des archives municipales. Trop jeune pour avoir subi les premières répercussions de l'affaire, elle avait hérité de la tâche d'organiser des documents oubliés. C'est par son intermédiaire que Julien a pu consulter d'anciens permis, notamment des demandes refusées pour des constructions temporaires en forêt. L'une d'elles, datée de 2001, mentionnait un abri collectif pour activités saisonnières, rejeté pour des raisons environnementales. L'antagonisme dans cette histoire ne résidait pas dans une seule figure, mais dans une somme de décisions, de silences et d'intérêts divergents. Les instances régionales avaient insisté pour un classement rapide de l'affaire en 2003, craignant des répercussions économiques et des problèmes de sécurité. Les propriétaires fonciers des environs préféraient ne pas exiger de recherche prolongée. Pris individuellement, chaque choix semblait raisonnable, mais ensemble, ils ont créé un vide commode. Julien entreprit de reconstituer le passé en observant de petits détails. Des sentiers qui ne figuraient pas sur les cartes officielles, mais qui apparaissaient sur le terrain. Des vestiges d'anciennes constructions, soigneusement dégagées. La forêt, malgré sa densité, ne dissimulait pas complètement l'activité humaine. Elle la rendait simplement plus patiente. Avec le temps, tout fut recouvert,
mais non effacée. Culturellement, la chasse dans cette région n'était pas un sport, mais une tradition transmise de génération en génération. Les 7 hommes disparus appartenaient à des familles influentes, unies par des liens ancestraux. Le silence collectif n'était pas un oubli, mais une manière d'accepter un mystère insoluble. Trop questionner, c'était rouvrir des blessures jamais cicatrisées. Julien commençait à ressentir le poids de cet héritage invisible. Chaque pas semblait percer les strates accumulées du temps. Ce qui le troublait le plus n'était pas la possibilité de trouver des restes humains, mais la prise de conscience que la forêt avait servi à dissimuler des décisions humaines, et non de simples accidents naturels. En examinant plus en détail les archives climatiques, il réalisa que le glissement de terrain qui avait enseveli la cabane avait coïncidé avec une semaine de fortes pluies, à peine mentionnée dans les rapports régionaux. L'événement n'avait pas été considéré comme majeur, trop insignifiant pour faire la une des journaux, mais suffisamment grave pour mettre fin aux recherches. Les personnages secondaires, chacun à sa manière, avaient contribué à ce dénouement. Non par pure malice, mais par commodité, par épuisement et par crainte des responsabilités. Le véritable antagoniste n'était pas la forêt, mais le choix collectif d'accepter une explication incomplète. Cette prise de conscience commença à influencer les décisions de Julien. Il ne recherchait ni justice ni reconnaissance, mais la cohérence. Si un lieu avait été construit, utilisé et enfoui à cet endroit, il existait une suite logique à suivre. Et il était prêt à la suivre, même si cela impliquait de se heurter à des structures administratives qui le dépassaient. La cabane cessa d'être une simple anomalie géographique. Elle devint un point de convergence pour des histoires interrompues, des décisions étouffées et un passé qui refusait de rester enfoui. La forêt silencieuse attendait simplement quelqu'un prêt à entendre ce qui n'avait jamais été dit. Les jours suivants, Julien étendit ses patrouilles, non pour enquêter directement, mais pour comprendre les tendances. Il observa les heures de passage des vieux camions consignés dans les carnets d'entretien, repéra les zones où le sol était compacté par le trafic incessant et compara des photographies aériennes de différentes décennies. De petites différences révélaient des choix délibérés. Certains chemins avaient été effacés des cartes, mais pas du terrain. La forêt avait intégré ces marques, comme elle intègre tout, les recouvrant peu à peu. Il comprit également que la cabane n'avait pas été construite à la hâte. Les fondations, bien que tassées par la terre, respectaient les techniques traditionnelles de la région, utilisées par les constructeurs locaux au début des années 2000. Cela impliquait un travail qualifié, du temps et une autorisation tacite. Quelqu'un était au courant, quelqu'un avait donné son accord. L'absence de documents officiels ne signifiait pas l'absence de consentement. Le poids psychologique de cette découverte commença à affecter insidieusement Julien. Le travail cessa d'être purement technique. Chaque rapport semblait insuffisant, chaque photographie incomplète. Il se mit à revoir les anciennes procédures, comprenant comment la bureaucratie pouvait servir non pas à clarifier, mais à diluer les responsabilités. La forêt devint une archive vivante, plus authentique que n'importe quel dossier municipal. En intégrant toutes ces strates, Julien comprit que l'exploration ne se limitait pas aux personnages ou aux décors, mais portait sur les relations qui les unissaient. L'univers de cette histoire reposait sur des omissions accumulées. Et, en les reconnaissant, il cessa d'être un simple observateur. Il devint un acteur d'un processus qui, une fois enclenché, ne pouvait être interrompu sans conséquence. Cette compréhension finale lui apporta un calme tendu, comme celui de quelqu'un qui reconnaît que la poursuite d'une action sera inévitable, même sans garantie ni protection institutionnelle future incertaine. Ce sujet vous a-t-il convenu ? Souhaitez-vous apporter des modifications ou pouvons-nous passer au suivant? Julien a officiellement demandé une inspection technique du site de la cabane en présentant sa demande comme une évaluation des risques géologiques et de la structure irrégulière. Le langage bureaucratique était délibéré. Il a évité de mentionner les disparitions ou les enquêtes précédentes. Malgré cela,
La réponse a tardé à arriver. Finalement, elle n'autorisait qu'une inspection superficielle, sans fouille complète, en présence d'un technicien régional. L'interdiction imposée n'empêcha pas Julien d'observer plus que ce qui lui était permis. De retour sur les lieux, accompagné d'un ingénieur environnemental dépêché de Clermont-Ferrand, il remarqua des signes qui ne figureraient dans aucun rapport officiel. La terre exerçait une pression uniforme sur la structure, indiquant un enfouissement rapide et non progressif. Le toit s'était effondré vers l'intérieur, mais les murs étaient restés alignés, suggérant que la cabane était vide ou rangée au moment du glissement de terrain. L'ingénieur resta strictement technique, relevant les données relatives à la pente, à l'humidité et au risque de nouveaux mouvements de terrain. Il évita toute conjecture. Lorsque Julien évoqua l'absence de documents de construction, il ne reçut qu'une remarque neutre sur les défaillances administratives courantes en milieu rural. Le conflit commençait à se dessiner, non pas comme une opposition directe, mais comme une résistance passive. Dans les jours qui suivirent, Julien remarqua de subtils changements dans sa routine de travail. Des rapports lui étaient retournés pour des corrections sans importance. Les demandes d'accès aux dossiers régionaux étaient retardées sans justification claire. Un supérieur lui suggéra verbalement de concentrer ses efforts sur des secteurs plus prioritaires. Rien de concret. Rien qui puisse être contesté formellement. Entre-temps, Julien intensifia son enquête personnelle. Il se rendait à Saint-Laurent-des-Bois en dehors de ses heures de travail, discutant informellement avec les résidents de longue date. Il découvrit que 2 des 7 chasseurs avaient des liens directs avec d'influents propriétaires terriens de la région. Un 3e était impliqué dans des conflits de longue date concernant les limites forestières. Des conflits mineurs, jamais portés devant les tribunaux, mais suffisants pour créer des tensions latentes. La version officielle d'un accident de grande ampleur commençait à s'effriter. Si le chalet existait avant 2003, il était impossible qu'il soit inconnu de tous. S'il avait été construit illégalement, quelqu'un avait fermé les yeux. S'il avait servi aux chasseurs, son absence des registres de recherche indiquait une négligence grave, voire une omission délibérée. Un nouvel obstacle est apparu lorsque Julien a tenté d'enregistrer la cabane dans le système central de surveillance. Le logiciel a signalé un chevauchement avec une zone classée instable et interdite d'accès depuis 2004. Cette classification avait justifié l'arrêt des recherches des années auparavant. Or, les données géologiques ayant servi à cette décision étaient incomplètes et fondées sur des projections, et non sur des analyses de terrain. Le conflit intérieur de Julien s'intensifiait. Continuer revenait à outrepasser les limites tacites de son rôle. Reculer, c'était accepter une version des faits davantage fondée sur la facilité que sur des preuves. Il choisit d'avancer, mais progressivement, en rassemblant des preuves indirectes, en recoupant documents, photographies et témoignages fragmentaires. Des personnages secondaires commencèrent à exercer une influence directe sur le conflit. Claire permit d'accéder à des documents qui n'auraient plus dû exister. Étienne indiqua des endroits où des traces avaient été délibérément effacées après 2003. Chaque information apportait un nouvel éclairage, sans pour autant répéter les découvertes précédentes, complexifiant ainsi la situation. La pression s'est accrue lorsque Julien a reçu un avertissement informel pour zèle excessif dans ses investigations. Aucune sanction concrète, juste un avertissement indiquant que ses agissements étaient surveillés. L'antagonisme institutionnel est devenu plus visible, même s'il restait souvent voilé. Le conflit prit une nouvelle tournure lorsque Julien découvrit, sur d'anciennes photographies aériennes, la cabane partiellement visible avant le glissement de terrain. L'image avait été archivée, mais jamais analysée dans le contexte de la disparition. Cet élément ne permit pas de résoudre l'affaire, mais il invalida l'hypothèse d'une ignorance totale. Chaque pas en avant refermait des portes derrière lui. Le conflit qui se déroulait
montrait clairement qu'il n'y avait pas de retour en arrière facile. L'enquête ne visait plus à découvrir ce qui était arrivé aux chasseurs, mais à révéler comment une succession de décisions avait permis que la vérité soit enterrée avec la cabane. Julien comprit qu'à partir de ce moment-là, tout progrès aurait des conséquences personnelles et professionnelles directes, et que le conflit principal ne serait pas résolu sans exposer des structures plus vastes que la disparition initiale elle-même. L'enquête de Julien s'est déroulée en plusieurs étapes parallèles, créant une tension constante entre ce qui était officiellement autorisé et ce qui était nécessaire pour comprendre la véritable ampleur des événements. Bien que la cabane restât techniquement interdite d'accès, il concentra ses efforts sur la reconstitution des jours précédant la disparition des chasseurs, en s'appuyant sur des sources indirectes, les coutumes locales et quelques incohérences dans les documents. L'une des intrigues secondaires les plus pertinentes concernait l'organisation de la chasse annuelle de 2003. La rencontre des 7 hommes n'était pas le fruit du hasard. Elle avait été planifiée à l'avance, avec des points de rendez-vous définis et une répartition claire des tâches. 2 d'entre eux étaient chargés de la reconnaissance, les autres du transport du matériel et des provisions. Cela indiquait des séjours prolongés en forêt et non de simples excursions quotidiennes. L'existence de la cabane correspondait à ce schéma, mais soulevait une autre question. Pourquoi personne n'en avait-il parlé après la disparition? Julien remarqua que, des semaines avant la chasse, un camion léger avait été immatriculé dans le village à des heures inhabituelles. Le véhicule appartenait à une entreprise de matériaux de construction qui, officiellement, n'avait fourni aucun service dans la région durant cette période. Prise isolément. Cette inscription semblait anodine, mais elle prit tout son sens lorsqu'on la relia aux techniques employées pour la construction de la cabane. Quelqu'un avait transporté des matériaux lourds par des chemins secondaires, ce qui impliquait une connaissance du terrain et une collaboration discrète. Un autre aspect de la situation a émergé du côté des familles des disparus. Loin de chercher des réponses publiquement, nombre d'entre elles avaient opté pour des accords discrets avec les autorités régionales, recevant une compensation en échange de l'abandon des enquêtes officielles. Il ne s'agissait pas d'un complot manifeste, mais d'un épuisement émotionnel. Le temps avait transformé l'indignation en résignation, créant un terreau fertile pour l'oubli institutionnel. L'urgence s'intensifiait lorsque les prévisions météorologiques annoncèrent de fortes pluies pour les semaines à venir. Un second glissement de terrain risquait de détruire définitivement la cabane ensevelie, anéantissant toute possibilité d'analyse structurelle ou de récupération des vestiges. Julien savait que si rien n'était fait rapidement, la forêt achèverait le processus entamé des années auparavant. Pendant ce temps, Claire rencontrait des difficultés aux archives municipales. Des dossiers disparaissaient des rayonnages non catalogués. Des documents autrefois accessibles devenaient soudainement confidentiels. Cette résistance silencieuse ne s'accompagnait pas d'ordre direct, mais elle laissait présager que quelqu'un surveillait de près ses déplacements et ceux de Julien. L'intrigue bureaucratique devenait aussi tendue que l'enquête de terrain. Étienne, à son tour, a révélé un élément jusque-là ignoré. Lors des recherches de 2003, un groupe de volontaires a été dissuadé d'une zone précise sous prétexte d'une instabilité extrême. L'endroit correspondait approximativement au versant de la colline, où la cabane a été retrouvée des années plus tard. La décision avait été prise par un coordinateur régional qui a pris sa retraite peu après la clôture de l'enquête. Aucune explication technique détaillée n'a été fournie. Les intrigues secondaires commencèrent à converger lorsque Julien comprit que le temps était un adversaire supplémentaire. Chaque jour de retard réduisait les options. Chaque tentative de suivre les protocoles officiels engendrait de nouveaux obstacles. La complexité ne provenait pas de multiples mystères indépendants, mais de l'imbrication de petits choix qui, ensemble, avaient créé une version officielle difficile à déconstruire. Julien décida de se préparer à agir en dehors du cadre officiel. Il rassembla des copies de documents, sauvegarda des images sur ses appareils personnels et repéra des itinéraires d'accès alternatifs à la zone des cabines. Il ne s'agissait pas d'une infraction flagrante au règlement,
mais d'une anticipation des situations où l'accès officiel lui serait définitivement refusé. Les intrigues secondaires n'ont pas détourné l'attention du conflit principal. Au contraire, elles l'ont renforcé. Chaque détail convergeait vers la même conclusion troublante. L'histoire s'achevait non pas parce qu'elle était résolue, mais parce que la résoudre aurait nécessité la reconnaissance de graves échecs. L'urgence de la situation, conjuguée aux résistances administratives et aux poids émotionnels qui pesaient sur les familles, a créé un contexte où aller de l'avant devenait à la fois urgent et périlleux. Au terme de cette phase, Julien comprit que tous les fils narratifs convergeaient vers un même point critique. Il n'était plus question d'une enquête progressive et sans risque. Les intrigues secondaires, désormais bien ancrées et interconnectées, exigeaient une décision sans appel. L'action suivante déterminerait si la vérité éclaterait au grand jour ou serait définitivement enterrée. Cette fois, sans espoir de retour. Le tournant décisif survint un matin pluvieux de novembre, lorsque Julien décida de retourner au chalet sans autorisation. Les prévisions annonçaient de la pluie continue pendant au moins 3 jours, augmentant considérablement le risque d'un nouveau glissement de terrain. Attendre, c'était tout perdre. Il n'emporta ni matériel lourd, ni ne prévint ses collègues. Il prit seulement des outils de base, une lampe torche, un appareil photo et son GPS éteint. La pente était instable, mais encore praticable. Julien travaillait à un rythme mesuré, dégageant suffisamment de terre pour partiellement ouvrir la porte. Ses efforts révélèrent un fait inattendu. La cabane n'était pas vide. L'intérieur restait exigu, mais bien rangé. Les bancs étaient alignés, les étagères fixées, les ustensiles rangés. Aucun signe de panique, de lutte ou de tentative d'évasion. Cela contredisait toute hypothèse d'ensevelissement accidentel pendant l'occupation. En forçant la porte, l'air vicié s'échappa, emportant avec lui une odeur sèche presque neutre. La lampe torche révéla des marques sur le parquet, des rayures parallèles, faites délibérément. Ce n'étaient pas des dégâts structurels, c'étaient des traces. Julien s'approcha et comprit qu'il s'agissait de décomptes, jours, semaines, de petites marques de couteau, brutalement interrompues. Au plus profond de la cabine, il découvrit un compartiment dissimulé derrière une bibliothèque fixe. Cet espace contenait une radio portable, des cartes manuscrites et un carnet protégé par un tissu ciré. Les pages renfermaient des notes simples et objectives, écrites de différentes mains. On n'y trouvait aucun récit de peur immédiate, mais des descriptions d'attente, de promesses de secours, de décisions collectives, prises sous une supervision extérieure. L'élément inattendu était évident. Les chasseurs n'avaient pas disparu par accident. Ils avaient reçu l'ordre de rester sur place. Le carnet mentionnait des contacts avec les autorités régionales, des visites rapides et la livraison des premières provisions. À un certain moment, les entrées s'interrompaient après une brève note concernant une interruption du soutien en raison du risque politique. Aucune autre explication. Julien comprit que la cabane avait servi de lieu de confinement temporaire. Un accord informel s'était mué en abandon progressif. Le glissement de terrain n'en était pas la cause première, mais la conséquence ultime. La terre n'avait fait que sceller ce qui était déjà condamné par le silence des autorités. Avant qu'il ait pu tout noter, il entendit un bruit extérieur. Pas le vent. Des pas prudents sur un sol humide. Il éteignit sa lampe torche et resta immobile. La silhouette d'une autre personne se dessina près de l'entrée entr'ouverte. Il n'y eut pas de confrontation. Juste une brève phrase, prononcée à voix basse. « Cette chose ne doit jamais être trouvée. » Julien reconnut l'homme. C'était l'ancien coordinateur régional des recherches, officiellement retraité mais toujours présent. La révélation finale survint sans long préambule. La décision d'isoler les chasseurs avait été prise pour éviter un conflit plus vaste, impliquant des questions de territoire, de permis et d'intérêts économiques. Le confinement serait bref, les secours reviendraient. Puis la priorité avait changé. L'affaire était devenue gênante. La pluie redoubla. Un craquement profond résonna sur le flanc de la colline. Julien recula. L'autre homme fit de même. Nul ne tenta de les empêcher de partir.
Juste la certitude que tout était arrivé trop tard. Julien partit, emportant le carnet et les cartes. Derrière lui, la cabane commença à s'effondrer de nouveau. Le point de non-retour était atteint. L'histoire avait pris une autre tournure. Il ne s'agissait plus d'enquêter, mais de décider quoi faire de la vérité. Julien détenait désormais des preuves qu'il était impossible d'ignorer ou de divulguer facilement. Le conflit avait atteint son point de non-retour. Les conséquences de la découverte de Julien commencèrent à se manifester avant même qu'il ne quitte la forêt. Le second glissement de terrain ne se produisit pas complètement, mais il déplaça suffisamment de terre pour rendre la cabane à nouveau inaccessible. Lorsqu'il atteignit le sentier principal, il ne restait plus aucune trace de l'ouverture de Fortune. La forêt avait retrouvé son aspect normal, comme si rien n'avait été perturbé durant la nuit. Les jours suivants, Julien fit preuve d'une extrême prudence. Il ne consigna pas officiellement ses découvertes. Il ne mentionna pas la présence de l'ancien coordinateur régional. Il se contenta d'effectuer ses tâches habituelles, tout en évaluant les conséquences possibles d'une décision hâtive. Le carnet et les cartes restèrent en lieu sûr, hors de son domicile officiel, à l'abri des regards de l'institution. La réaction de l'institution fut discrète, mais immédiate. Son supérieur demanda une réunion informelle, s'interrogeant sur les raisons de ses visites en dehors des heures de travail dans la zone bouclée. Aucune accusation directe ne fut formulée, mais le ton laissait entendre que les déplacements de Julien étaient surveillés. La cabine fut officiellement déclarée complètement effondrée, mettant ainsi fin à toute justification technique pour des inspections supplémentaires. Claire a constaté des changements similaires. Son accès aux archives a été réduit sous prétexte de réorganisation interne. Certains documents copiés ont disparu du système numérique central. Sans s'exprimer ouvertement, elle a clairement fait comprendre que sa marge de manœuvre se réduisait rapidement. La réaction générale n'a pas été le déni, mais la retenue. Informé indirectement, Étienne a réagi avec une résignation silencieuse. Il n'a manifesté aucune surprise. Il a simplement déclaré que cela confirmait ce que beaucoup soupçonnaient depuis 2003. Son principal souci n'était pas la révélation elle-même, mais son impact sur les familles qui avaient reconstruit leur vie sur une version incomplète mais stable des faits. Les conséquences émotionnelles commencèrent à peser sur Julien. La clarté apportée par la découverte ne lui apporta aucun soulagement. Au contraire, elle engendra un isolement croissant. Il détenait des informations impliquant des personnes précises, de graves décisions administratives et la mort indirecte de 7 hommes. Il n'était pas question de se contenter d'une simple dénonciation. Toute révélation entraînerait de longues batailles juridiques et de probables représailles. Concrètement, de nouvelles directives ont limité ses interventions dans les zones sensibles. Ses patrouilles ont été réorganisées. Officiellement, on invoquait une optimisation des ressources. La véritable intention était claire, l'écarter du cœur du problème. Pourtant, personne n'a exigé la restitution du matériel ni mené de perquisition directe. L'objectif était que l'affaire se tasse d'elle-même. Julien examina les différentes possibilités. Confier les documents à la presse signifierait perdre la maîtrise du récit. Faire appel à des organismes extérieurs pourrait entraîner un licenciement rapide, reproduisant ainsi le schéma précédent. Garder le silence perpétuerait le même cycle qui avait condamné les chasseurs. Chaque option comportait des conséquences irréversibles. La pression s'intensifia lorsque l'ancien coordinateur régional décéda subitement quelques semaines plus tard, officiellement de cause naturelle. Ce décès élimina un témoin clé et modifia l'équilibre des responsabilités. Le moment choisi ne semblait pas fortuit, mais Julien n'avait aucun moyen de prouver quoi que ce soit de plus que ce qu'il savait déjà. Une fois de plus, le temps jouait contre la vérité. Les réactions de son entourage se firent plus prudentes. Les conversations s'interrompaient dès que Julien s'approchait. Son isolement professionnel se mua en isolement social. La forêt, autrefois son espace de travail, devint un refuge silencieux où il organisait ses pensées à l'abri des regards indiscrets. À la fin de cette phase, les conséquences étaient évidentes.
La découverte avait engendré un bouleversement des rapports de force, non une résolution. Les réactions montraient que la vérité avait le poids nécessaire pour susciter la peur, mais pas la force immédiate de faire s'effondrer les structures. Julien comprit que la prochaine étape exigerait non seulement du courage, mais aussi une stratégie réfléchie, car toute action précipitée scellerait définitivement le sort de cette histoire, pour le meilleur ou pour son effacement définitif. La phase suivante ne commença pas par une action extérieure, mais par un changement silencieux dans le comportement de Julien. Il cessa d'agir sous la pression et commença à structurer chacun de ses mouvements à l'avance. La découverte dans la cabane avait modifié sa perception du risque. Il ne s'agissait plus seulement de remplir un devoir moral, mais de comprendre le terrain humain avec la même précision qu'il mettait à lire le sol de la forêt. Julien a réorganisé ses habitudes. Il a réduit les interactions superflues, a commencé à tout noter dans des carnets papier, hors des systèmes numériques, et a fait des copies de tous les documents en sa possession. Ce n'était pas de la paranoïa, mais de l'adaptation. Il avait compris que l'erreur des chasseurs n'était pas de trop se fier à la forêt, mais plutôt aux accords informels et aux promesses non écrites. La croissance ne s'est pas faite par le biais de discussions internes ou de longues réflexions, mais par des décisions concrètes. Julien a sollicité les conseils indirects d'un ancien professeur d'université spécialisé en déontologie administrative, sans toutefois entrer dans les détails. Ces conversations l'ont aidé à comprendre les limites légales et les failles possibles pour révéler des faits sans devenir une cible immédiate. Il commençait à transformer son indignation en méthode. Un nouveau défi se présenta lorsqu'il reçut une offre de mutation dans un autre secteur, loin du Massif central. L'offre s'accompagnait d'une promotion discrète et de meilleures conditions de travail. Pour beaucoup, ce serait une solution idéale. Pour Julien, c'était une épreuve. Accepter, c'était quitter le seul endroit où subsistaient encore des traces matérielles de ce qui s'était passé. Il refusa, se justifiant par des arguments techniques difficiles à réfuter. Ce refus marqua un point de non-retour. Pour la première fois, Julien agissait ouvertement contre les normes institutionnelles, tout en restant dans le cadre des règles. La réaction fut froide, mais non punitive. Il comprit que sa marge de manœuvre se réduisait, mais aussi qu'il avait acquis quelque chose de nouveau, une vision plus claire de sa propre position. Son évolution personnelle se manifestait également dans ses interactions avec les autres personnages. Avec Claire, il devint plus objectif, évitant de l'exposer à des risques inutiles. Avec Étienne, il commença à écouter davantage qu'à poser des questions, comprenant que certaines vérités n'émergent que lorsqu'on ne les force pas. Il avait cessé de rechercher une confirmation émotionnelle. Désormais, il recherchait la cohérence des faits. Julien décida de constituer un dossier exhaustif, structuré non pas comme une accusation directe, mais comme une reconstitution chronologique et technique des événements. Chaque décision administrative, chaque rapport incomplet, chaque omission était présentée comme un fait et non comme une accusation. L'accent était mis sur les actions et leurs conséquences, et non sur les intentions déclarées. Cette approche, plus lente, était toutefois plus résistante aux tentatives de discrédit. Durant cette épreuve, il a connu des moments de doute profond. Certaines nuits, il a songé à tout détruire et à accepter la version officielle. Le surmonter n'a pas été chose facile. Le poids des conséquences personnelles potentielles était constant. Malgré tout, l'image de la cabane organisée, avec les lignes tracées au sol, lui revenait sans cesse en mémoire, lui rappelant que quelqu'un avait attendu des secours qui ne sont jamais venus. La progression de Julien s'est confirmée lorsqu'il a compris qu'il n'avait pas à tout résoudre seul. Au lieu de chercher des alliés immédiats, il a commencé à identifier les institutions extérieures légalement tenues de réagir, même lentement. Il a préparé le terrain pour que, lorsque des informations seraient divulguées, elles ne puissent être ignorées sans être consignées officiellement. À la fin de cette étape,
Julien n'était plus seulement un garde forestier zélé. Il était devenu capable de défendre une vérité dérangeante sur la durée, sans précipitation, sans héroïsme ostentatoire, mais avec une détermination pragmatique. Surmonter les difficultés ne consistait pas à vaincre des obstacles extérieurs, mais à ne pas devenir comme ceux qui, des années auparavant, avaient choisi la facilité. Cette transformation silencieuse a préparé le terrain pour ce qui allait suivre, lorsque les choix stratégiques allaient définitivement remplacer l'hésitation initiale. Les préparatifs pour le dénouement ont commencé lorsque Julien a décidé que le dossier ne resterait pas indéfiniment à l'état de brouillon. Il s'est fixé une échéance interne, non pas fondée sur des dates officielles, mais sur des conditions concrètes. L'arrivée de l'hiver réduirait l'accès à la forêt, entravant toute vérification indépendante ultérieure. De plus, la réorganisation administrative annoncée pour le début de l'année suivante diluerait les responsabilités, rendant encore plus difficile l'attribution des décisions passées à des postes précis. Julien s'est attaché à résoudre tous les points restés en suspens. Le premier concernait l'intégrité des éléments recueillis. Il a examiné chaque document, chaque image, chaque note, éliminant les redondances et confirmant la clarté des liens de causalité. Rien dans le dossier ne reposait sur une interprétation émotionnelle. Tout était présenté comme une suite logique d'événements vérifiables. Les lacunes, lorsqu'elles existaient, étaient clairement indiquées et non dissimulées. L'intrigue secondaire concernant les familles des chasseurs exigeait une attention particulière. Julien savait que toute révélation publique aurait un impact direct sur des personnes qui, épuisées, avaient fini par accepter la version officielle, sans aucune persuasion. Il décida donc de ne pas les contacter directement avant le moment crucial. Il ne voulait pas susciter d'espoir sans garantie de réponse institutionnelle. Sa préparation consistait notamment à les préserver de toute frustration prématurée. Claire a contribué en temps opportun, vérifiant les dates, confirmant les documents recoupés et relevant d'éventuelles faiblesses juridiques. Sa participation a été réduite à l'essentiel. Julien ne souhaitait pas qu'elle soit directement associée à l'acte final. Étienne, quant à lui, n'a apporté qu'un dernier élément, la confirmation informelle que l'usage du chalet était connu de plus de personnes que ne l'indiquaient les registres, renforçant ainsi la thèse du consentement tacite. La tension montait lorsque Julien constata des changements autour de lui. Un nouveau superviseur avait été temporairement affecté à son suivi. Le prétexte était administratif, mais en réalité, cela se traduisait par une surveillance constante, ce qui accéléra le rythme des préparatifs. Chaque jour qui passait augmentait le risque d'une intervention directe. Julien a soigneusement choisi le canal institutionnel qu'il allait utiliser. Ce ne serait ni la presse, ni la hiérarchie régionale. Il a opté pour un organe de contrôle administratif national, légalement tenu d'enregistrer et de traiter les plaintes documentées, même si la procédure était lente. L'important était de créer un cadre formel, impossible à effacer. À la veille de l'expédition, Julien fit une dernière visite en forêt, non pour recueillir des preuves, mais pour boucler symboliquement la boucle. Il longea les anciens sentiers, observa les zones où les traces humaines avaient été presque entièrement absorbées par le terrain et s'arrêta à bonne distance de l'emplacement de la cabane, désormais complètement enfouie. Il n'y avait plus rien à faire là-bas. L'attention s'était définitivement déplacée du sol vers les constructions humaines. Les derniers préparatifs comprenaient des mesures personnelles. Julien a organisé ses finances, mis à jour ses contacts et laissé des instructions claires quant au sort de ses archives en cas de décès. Point de mise en scène, seulement de la prudence. Il savait que le dénouement ne serait ni une confrontation physique ni une révélation spectaculaire, mais une démarche administrative lourde de conséquences. De retour à la base, il trouva une note de service lui demandant de se présenter à une réunion ultérieure pour discuter de ses performances et de son aptitude fonctionnelle. Le délai imparti confirmait que la période d'attente était terminée. Julien ne répondit pas immédiatement. Il envoya le dossier le soir même, par voie officielle, avec accusé de réception. Les préparatifs étaient terminés.
Toutes les intrigues secondaires étaient alignées sur le conflit central. Il ne restait plus aucun détail susceptible de détourner l'attention de l'essentiel. La tension accumulée ne provenait pas de l'incertitude, mais de la conscience aiguë que, désormais, les événements suivraient leur propre cours, échappant à leur contrôle direct. Julien accepta cette perte de contrôle comme une étape nécessaire du processus. Le point culminant approchait, non comme une explosion soudaine, mais comme la conséquence inévitable de tout ce qui avait été soigneusement préparé. Il savait que la réaction institutionnelle pourrait être lente, défensive, voire hostile, mais il savait aussi que le silence absolu n'était plus une option envisageable. L'envoi du dossier a irrémédiablement accéléré le rythme de l'histoire. La préparation avait atteint son objectif. La suite ne dépendrait plus uniquement de Julien, mais des structures qu'il avait décidé d'affronter. Le dénouement ne s'est pas fait de sirènes, d'arrestations ni de gros titres immédiats, mais d'une succession rapide de mesures institutionnelles qui ont échappé à tout contrôle. 48 heures après l'envoi du dossier, Julien a été officiellement suspendu de ses fonctions sous prétexte de congé administratif préventif. Cette mesure n'impliquait aucune culpabilité mais le privait de tout accès opérationnel. Cette suspension confirmait que le dossier avait été reçu, lu et jugé trop grave pour être ignoré. Durant la même période, une équipe extérieure de l'Agence nationale est arrivée discrètement dans la région. Aucune annonce publique n'a été faite. Les véhicules ne portaient aucune identification visible. L'enquête a été qualifiée d'audit administratif, ce qui limitait la divulgation d'informations, mais permettait un accès illimité aux dossiers régionaux, aux anciens contrats et aux communications internes. Cette stratégie a permis d'éviter tout tapage médiatique initial et toute ingérence locale directe. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque l'audit identifia le carnet mentionné dans le dossier comme une preuve matérielle cruciale. Bien que la cabane fût inaccessible, les photographies, les cartes et les notes manuscrites rendaient impossible la thèse de la disparition accidentelle. Le décompte des jours gravé sur le sol, reproduit en images haute résolution, devint le symbole le plus éloquent de l'affaire. Aucune autre interprétation plausible n'était envisageable. L'affrontement principal s'est déroulé lors d'une réunion à huis clos, réunissant des représentants régionaux, des auditeurs nationaux et des conseillers juridiques. Aucun membre des familles des chasseurs n'était présent. Aucun journaliste. Seules des personnes parfaitement conscientes des implications administratives et juridiques des discussions étaient présentes. L'argument de la protection économique régionale a été avancé, suivi de la justification du risque de conflit social si la vérité éclatait en 2003. Chaque explication paraissait rationnelle, mais prises ensemble, elles révélaient un abandon délibéré de la vérité. Le moment décisif survint lorsqu'un auditeur projeta dans la salle la photographie aérienne de 2003 révélant partiellement la cabine, une photographie ignorée dans les rapports initiaux. Le silence qui suivit n'était pas celui de la surprise, mais celui de la reconnaissance. Ce document invalidait définitivement l'allégation d'ignorance. La décision de ne pas enquêter était délibérée. Julien n'assista pas à la réunion. Il en fut informé plusieurs heures plus tard par voie officielle. Son absence physique renforça sa transformation finale. Il avait cessé d'être un acteur actif pour devenir un catalyseur. Le point culminant ne nécessitait pas sa présence directe, mais seulement la solidité de ce qu'il avait préparé. Le tournant surprenant des événements ne résidait pas dans la sanction immédiate des responsables, mais dans la décision stratégique qui s'ensuivit. Afin d'éviter des poursuites pénales complexes et une exposition prolongée, l'État choisit de reconnaître officiellement de graves manquements de gestion, de rouvrir l'enquête pour séquestration abusive suivie d'abandon et d'assumer sa responsabilité institutionnelle. Ce choix déplaça l'attention des individus vers les structures, protégeant ainsi certains noms tout en confirmant la vérité fondamentale. Les familles ont été informées avant toute annonce publique.
Elles ont eu accès aux documents, à des explications détaillées et à des excuses officielles du gouvernement central. Il n'y a eu ni célébration, ni soulagement total, seulement un apaisement. La vérité, même tardive, a dissipé l'incertitude. Lorsque le communiqué officiel fut publié quelques semaines plus tard, l'impact fut immédiat et profond. L'affaire fit grand bruit dans tout le pays. Elle devint un cas de figure emblématique dans les débats sur la responsabilité administrative et le silence imposé par les institutions. Le nom de Julien n'apparut que comme celui d'agent chargé de la première communication des faits, sans aucune gloire particulière. Le point culminant fut atteint lorsque la vérité ne put plus être dissimulée. Il n'y eut point de victoire personnelle, seulement une transformation visible du conflit. Le système fut contraint de reconnaître ce qu'il avait tenté d'effacer. L'histoire atteignit son apogée non par le spectacle, mais par l'inéluctabilité qui s'était construite progressivement. Le dénouement de cette affaire ne s'est pas fait en un instant, mais par une série d'effets qui se sont propagés lentement, transformant le paysage administratif et humain de la région. Après l'annonce officielle, Saint-Laurent-des-Bois est devenu, pendant plusieurs mois, un point d'intérêt national. Les journalistes sont arrivés puis repartis. Des experts ont publié des analyses, des rapports ont été produits et de nouvelles lignes directrices pour les opérations dans les zones forestières sensibles ont été annoncées en réponse directe aux événements. Les familles des 7 chasseurs ont vécu un processus complexe et ambigu. La confirmation officielle a ravivé leur douleur, mais a aussi mis fin à des années d'incertitude rongeante. La levée du voile a permis au deuil de se manifester enfin pleinement. Certaines familles ont choisi d'engager des poursuites judiciaires, d'autres ont accepté les accords révisés proposés par l'État. Aucun choix n'a été jugé inapproprié. La diversité des réactions reflétait la complexité du préjudice subi. Sur le plan administratif, la région a fait l'objet d'une restructuration profonde. Des postes ont été supprimés, d'autres redéfinis. Les protocoles de clôture des recherches ont été revus, exigeant désormais une documentation technique plus rigoureuse et une validation externe en cas de disparition multiple. Aucune sanction spectaculaire n'a été infligée, mais la responsabilisation fonctionnelle a été suffisante pour créer des précédents durables. La cabane, définitivement ensevelie après de nouveaux glissements de terrain, ne fut jamais dégagée à nouveau. Elle devint une zone interdite d'accès, signalée uniquement sur les cartes internes comme zone à risque extrême. Aucun mémorial physique n'y fut érigé. Cette décision fut délibérée, respectant le souhait de certaines familles de ne pas faire du site un lieu d'intérêt public. La forêt demeura la gardienne silencieuse de ce qui subsistait. Julien a suivi ces événements de loin. Son congé administratif s'est terminé sans sanction, mais sans qu'il ne réintègre son poste initial. Il a reçu une offre d'emploi pour être affecté à un autre parc national, cette fois-ci avec des fonctions plus stratégiques et moins opérationnelles. Après mûre réflexion, il a accepté. Il ne considérait plus le Massif central comme un espace de travail neutre. Il y avait là trop de charges symboliques. Sa vie personnelle connut de subtils bouleversements. Des amitiés professionnelles s'estompèrent, d'autres se nouèrent. L'isolement vécu durant l'enquête laissa des traces, mais renforça aussi sa capacité à maintenir le cap, même face à des décisions impopulaires. Il ne devint pas une personnalité publique et ne rechercha pas la reconnaissance. La cohérence entre ses actes et leurs conséquences lui suffisait. Claire resta aux archives municipales une année de plus avant d'être mutée dans une autre ville. Son rôle ne fut jamais officiellement mentionné, mais elle savait que son travail avait été essentiel. Étienne, désormais âgé, vit dans ce dénouement la confirmation tardive de ce qu'il avait toujours su. Il ne fêta rien. Il reprit simplement ses promenades en forêt d'un pas plus léger, comme quelqu'un qui se débarrasse enfin d'un vieux fardeau. À terme, l'affaire des chasseurs disparus a été intégrée aux manuels administratifs et aux formations en gestion publique. Elle est devenue un exemple de la façon dont des décisions cumulatives, même sans intention malveillante, peuvent engendrer des tragédies irréversibles.
L'histoire a cessé d'être un simple fait divers local pour acquérir une valeur pédagogique. Le monde de l'histoire ne retrouva pas son état antérieur. Il y eut des ajustements, des cicatrices et une nouvelle attention. La forêt continua de croître, recouvrant les anciens sentiers et absorbant les traces humaines, indifférentes aux constructions qui tentèrent de s'en servir comme d'un outil de dissimulation. Elle ne jugeait pas, elle se contentait d'enregistrer au rythme même du temps naturel. Le parcours de Julien trouvait là son aboutissement logique. Il n'avait ni changé le passé, ni sauvé de vie, mais il avait interrompu un cycle de silence qui pouvait se répéter indéfiniment. Cette conclusion n'offrait aucune rédemption complète, seulement une prise de responsabilité. Et dans ce contexte, c'était le maximum qu'il pouvait espérer. En acceptant cette réalité, Julien a continué d'avancer, conscient que certaines vérités émergent trop tard pour réparer les dégâts, mais encore à temps pour éviter qu'elles ne soient oubliées. Des années plus tard, les noms des chasseurs étaient rarement prononcés, mais jamais plus oubliés. Julien arpentait désormais une autre forêt, dans un autre pays, emportant avec lui l'habitude d'observer les silences. Parfois, il pensait à la cabane enfouie, intacte, quelque part invisible sur la carte, non comme un tombeau, mais comme la preuve des choix humains. La vérité n'avait pas tout changé, mais elle avait suffisamment modifié le cours des choses pour laisser son empreinte. Certaines histoires n'exigent pas une justice totale, seulement que quelqu'un refuse de les oublier. Le temps passait, lentement veillant à ce que le passé demeure présent, non comme un fardeau, mais comme un avertissement permanent pour les futures décisions collectives et conscientes. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez votre interprétation dans les commentaires. Chaque détail s'inspire de décisions humaines réelles, et votre interprétation contribue également à sa signification finale. Ces histoires ne restent vivantes que lorsqu'elles sont discutées, questionnées et partagées collectivement. Si vous pensez que les récits profonds nous aident à mieux comprendre le monde, soutenez ce travail. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires, analyses et témoignages qui explorent des vérités dérangeantes avec respect et responsabilité. Votre participation permet à davantage d'histoires d'être racontées sans tomber dans l'oubli. Ici, la mémoire triomphe de l'oubli et transforme l'attention en action collective consciente.